Il existe une forme de jalousie très particulière chez le narcissique. Elle n'éclate pas lorsque vous réussissez, mais surgit au moment où il réalise qu'il n'a plus aucun pouvoir émotionnel sur vous. Dès l'instant où vous vous relevez, où vous ne réagissez plus, où vous ne cherchez plus à le comprendre, où vous ne tournez plus autour de ses humeurs instables, un silence étrange apparaît, un silence qu'il ne peut plus contrôler. Jung disait que l'ombre ne craint pas la lumière, elle craint seulement d'être dévoilée. Et c'est précisément votre tranquillité qui l'oblige à affronter les parties de lui-même qu'il a longtemps dissimulées derrière son arrogance et son masque. Sa jalousie ne vise pas ce que vous possédez, mais la liberté intérieure qu'il ne peut pas s'approprier. Lorsqu'il voit que vous ne vacillez plus, que vous n'êtes plus guidé par lui, il comprend que l'ancien lien est rompu, et c'est alors qu'il se prépare à jouer sa dernière carte, une tentative désespérée pour vous ramener dans sa zone d'influence, que ce soit par une gentillesse soudaine ou une colère familière. Mais cet acte ne fait que révéler la vérité. Il vous envie parce que vous êtes entré dans un espace où il ne peut plus vous suivre. Cette vidéo explorera en profondeur ce mécanisme, expliquera pourquoi il doit agir ainsi et montrera pourquoi ce moment signe en réalité la fin de son pouvoir sur vous. Partie 1. La nature cachée de la jalousie narcissique. Pour comprendre pourquoi le narcissique joue sa dernière carte, il faut d'abord examiner de près la forme très particulière que prend la jalousie au sein de son moi. Elle n'apparaît pas lorsque vous réussissez, mais lorsque vous cessez de ressentir selon son modèle. Lorsque vous restez calme, que vous ne réagissez plus, que vous ne vous laissez plus entraîner par ses humeurs, vous frappez son point le plus vulnérable, la vérité que son pouvoir n'a jamais été réel. Jung décrit cette jalousie comme la réaction de l'ombre face à la lumière, non pas parce qu'elle la déteste, mais parce qu'elle craint d'être exposée. Ici, la lumière, c'est votre maturité. La psychologue Melanie Klein, spécialiste majeure de l'envie, appelle cela l'envie destructrice, une jalousie qui ne cherche pas à posséder ce que l'autre a, mais à le détruire pour éviter le sentiment d'infériorité. Selon la théorie kleinienne, lorsqu'une personne narcissique est confrontée à un objet trop bon, trop stable, trop entier intérieurement, elle ressent une douleur narcissique profonde, car elle ne supporte pas que l'autre possède ce qui lui manque. L'unité, la sécurité, la paix intérieure. Et vous, dans votre nouvelle version, devenez précisément cet objet. Il ne vous envie pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes en paix d'une manière qu'il n'atteindra jamais. Vous ne réagissez plus lorsqu'il attendait une réaction. Vous ne souffrez plus lorsqu'il voulait que vous souffriez. Vous ne revenez plus lorsqu'il pensait que vous reviendriez toujours. Pour lui, cela n'est pas seulement une perte, mais l'effondrement de la structure mentale qui soutenait son illusion de pouvoir. La jalousie est ici une panique, la panique de voir que vous avez quitté le rôle qu'il vous avait assigné. Et cette panique active un mécanisme primal. Il doit faire quelque chose pour vous ramener, pour vous faire vaciller, pour sentir qu'il compte encore dans votre monde. Ce n'est pas vous qui lui manquez, mais l'effet qu'il avait sur vous. Comprendre cela permet de voir clairement que ses actions, qu'elles soient douces, repentantes ou agressives, ne naissent pas de l'amour, mais de la crainte d'un moi en train de se fissurer face à votre évolution. Plus vous êtes en paix, plus son envie grandit. Plus vous êtes silencieux, plus sa panique augmente. Et c'est dans cette zone d'envie que commence à naître sa dernière carte. Partie 2, quand il réalise qu'il n'a plus d'emprise sur vous, et les premiers signes de sa dernière carte. Le basculement dans une relation narcissique ne se produit pas lorsque vous partez, mais lorsque vous devenez paisible. Cette paix lui montre que le miroir émotionnel dans lequel il se reflétait ne renvoie plus rien. En psychologie du narcissisme, cela s'appelle la perte de pertinence narcissique, le moment où sa présence n'a plus aucun effet sur votre état intérieur. Les travaux du Dr Heinz Kohut montrent que l'identité narcissique ne se maintient que grâce au mirroring, c'est-à-dire la validation émotionnelle constante fournie par l'autre. Quand ce miroir disparaît, son moi tombe dans le vide. Il ne sait plus qui il est si vos émotions ne se plient plus à lui. Et vous, jadis source de ce reflet, devenez soudain un lac parfaitement calme. Ce calme le force à faire face à son propre vide. Ce qui l'effraie, ce n'est pas votre départ, mais de ne plus pouvoir se définir à travers vous. C'est là que surgit l'envie. L'envie de votre stabilité, de votre autonomie, de ce silence intérieur qu'il ne peut atteindre. Cette envie déclenche 3 secousses psychiques simultanées. La stupeur de ne plus reconnaître vos réactions, l'insécurité née de la version de vous qui échappe à son contrôle,
et la peur de perdre le rôle central dans l'histoire qu'il croit dominer. À partir de là, il commence à vous tester pour mesurer son influence résiduelle. Un message anodin, un emoji, une allusion à un souvenir. Si vous ne mordez pas à l'hameçon, il change de ton de gentil à distant, de distant à froid, parfois même légèrement agressif, simplement pour voir si vous réagissez encore. Si vous restez calme, il utilise les comparaisons implicites. Une nouvelle relation, un succès soudain, une remarque ciblant vos anciennes blessures. Lorsque rien ne bouge en vous, il intensifie sa surveillance. Réseaux sociaux, amis communs, indices de votre vie actuelle. Non pas pour renouer, mais pour vérifier s'il existe encore dans votre esprit. Et quand il réalise que chaque test échoue, sa patience se fissure. C'est le signe le plus clair que sa dernière carte approche, car pour un narcissique, rien n'est plus terrifiant que de devenir insignifiant dans le cœur ou l'esprit de celui qu'il a un jour reflété avec tant de force. Sa dernière carte naît exactement à cet instant, lorsqu'il comprend qu'il vous a perdu non pas physiquement, mais psychiquement, et qu'il ne lui reste plus qu'un geste désespéré pour tenter de rétablir l'illusion de son pouvoir. Partie 3. Quand les premiers tests échouent et que leur psyché entre en chute libre. Lorsque tous les premiers tests silencieux ne parviennent pas à vous faire vaciller, l'esprit du narcissique entre dans ce que les psychologues appellent une ego free fall, un état de chute libre du moi. C'est le moment où son système de défense commence à se fissurer, parce que chacune de vos non-réactions fonctionne comme une confirmation silencieuse qu'il n'a plus de place dans votre monde intérieur. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas que vous restiez silencieux, mais que ce silence ne contienne ni attente ni douleur. C'est le silence de quelqu'un qui a réellement tourné la page. Selon l'analyse du Dr Otto Kernberg, spécialiste majeur de la personnalité narcissique, la perte de contrôle sur l'objet d'attachement déclenche une forme de narcissistique rage ou de narcissistique panique. Mais cette panique ne s'exprime pas toujours par la colère. Parfois, elle est très silencieuse, comme une tornade dont lui seul entend le bruit. Il commence à penser de façon extrême. Pourquoi ne suis-je plus important pour elle, lui? Qui m'a remplacé? Suis-je en train de devenir insignifiant? Ces questions lui donnent la sensation de disparaître peu à peu de l'histoire qu'il pensait maîtriser. Et lorsque le moi narcissique perçoit le risque d'être effacé de la carte, il le pousse immédiatement vers une série de comportements plus impulsifs, moins contrôlés, avec un seul objectif: rétablir son empreinte en vous. À partir de là, vous voyez apparaître des signes très spécifiques. D'abord, une incohérence dans son comportement. Il peut se montrer soudainement chaleureux, puis glacial l'instant d'après. Il veut créer une dissonance pour vous forcer à réagir, car il lui suffit d'une seule réaction pour se sentir à nouveau lourd dans votre vie. Ensuite vient le besoin de réaffirmer son existence. Il commence à publier des messages ambigus, à raconter des histoires à double sens ou à fabriquer des situations indirectes pour que vous soyez obligé de le voir, même si vous ne le souhaitez plus. Il ne cherche pas vraiment à vous récupérer, il veut surtout être sûr de ne pas avoir été effacé de votre esprit. Mais le plus dangereux se produit lorsqu'il réalise que même ces tentatives chargées d'émotions ne suffisent pas à vous faire vaciller. À ce stade, la structure narcissique interne entre dans ce qu'on pourrait appeler un dissonance collapse, un effondrement dû à la contradiction interne. Il est persuadé qu'il ne peut pas être rejeté, mais la réalité lui montre l'inverse. C'est dans ce vide que l'envie initiale autrefois diffuse se transforme en une sorte de détermination frénétique. Il doit jouer sa dernière carte, non pas pour vous aimer, non pas pour réparer, mais pour sauver l'illusion qu'il a encore du poids dans votre vie. Cette dernière carte naît toujours de la zone la plus profonde de sa peur. La peur d'être oublié, la peur de devenir invisible, la peur de vous voir libre, évoluant dans un monde dont il pensait avoir fermé les portes. Et lorsque cette peur atteint son apogée, il n'a plus d'autre choix que d'agir plus fort, plus brusquement et plus désespérément. Partie 4. La dernière carte. Toutes les stratégies qu'il utilisera pour vous rattirer. Quand le moi du narcissique entre dans cette zone de panique ultime et que tous les essais précédents ont échoué, il passe à une série de comportements qu'on peut considérer comme son coup final, des stratégies à la fois désespérées et sophistiquées, conçues pour donner l'illusion qu'il a réellement changé ou que vous êtes en train de manquer quelque chose d'essentiel. Chacune de ces manœuvres poursuit un seul but: provoquer une réaction émotionnelle en vous,
car tant que vous réagissez, il peut croire qu'il existe encore dans votre monde. La première stratégie consiste à simuler un éveil ou un repentir. Il peut vous écrire un long message où il explique qu'il réfléchit à tout, qu'il vient seulement de comprendre ses erreurs, qu'il sait maintenant à quel point il vous a blessé. Mais ce qui frappe, c'est que ces excuses restent souvent vagues, sans responsabilité précise, et accompagnées d'une attente implicite, que vous lui fournissiez le pardon nécessaire pour réparer son moi blessé. La deuxième stratégie est la dramatisation de lui-même. C'est généralement le moment où il met en scène une situation d'urgence, maladie, accident, difficulté financière ou événement dramatique soudain, le rendant plus vulnérable que jamais. Le but n'est pas d'obtenir véritablement de l'aide, mais de vérifier si votre cœur est encore disponible pour lui. Dès que vous répondez, il se sent déjà en train de vous ramener dans son orbite. La troisième stratégie consiste à déclencher une attaque émotionnelle surprise. Il peut exploser de colère, vous critiquer, vous accuser, ou réactiver des souvenirs qui vous font mal. Il ne fait pas cela par haine, mais par frustration de ne plus vous voir réagir comme avant. Il croit qu'avec suffisamment de pression, vous finirez par craquer, et que cette explosion émotionnelle prouvera qu'il a encore une place en vous. La quatrième stratégie est l'introduction d'une troisième personne, triangulant. Il peut exhiber une nouvelle relation, laisser entendre qu'il est désiré par d'autres, ou jouer la carte du « je suis tellement heureux maintenant ». Tout est conçu pour voir si vous serez jalouse, si vous vous comparerez, si vous souffrirez. Si vous réagissez, il gagne. Si vous restez neutre, sa panique grandit. La cinquième stratégie est ce qu'on pourrait appeler le nostalgia bombing. Il ravive les plus beaux souvenirs entre vous, ces moments qui vous ont fait croire que cette relation avait vraiment de la valeur. Il sait que la mémoire est un point sensible chez les personnes au cœur profond, et il exploite cela pour réveiller les émotions qui, autrefois, vous retenaient à ses côtés. La sixième stratégie est de se montrer soudainement plus mature ou soi-disant transformé. Il peut dire qu'il a commencé une thérapie, qu'il apprend à aimer correctement, qu'il essaie de devenir une meilleure personne. Mais la plupart du temps, ces déclarations ne sont qu'une nouvelle couche de vernis sur les mêmes fissures anciennes. Le but n'est pas de changer, mais de vous faire croire que votre départ l'a tellement bousculé que vous devriez reconsidérer votre décision. La septième stratégie est un silent treatment inversé. Au lieu de vous ignorer pour vous punir comme avant, cette fois il se tait de manière calculée, avec l'espoir que ce soit vous qui reveniez vers lui. C'est un silence provocateur. Es-tu vraiment assez forté pour ne plus avoir besoin de moi? La huitième stratégie consiste à salir votre réputation ou à réécrire l'histoire. Quand il ne peut plus vous faire revenir, il essaie de créer, aux yeux des autres, une version de vous où vous êtes le problème, le vrai responsable de tout. C'est sa manière de protéger son ego de la honte que lui inflige votre absence de réaction. La neuvième stratégie est la création de chaos autour de vous. Contactez vos amis, faire passer des messages indirects, ressortir d'anciennes histoires pour semer la confusion. Il agit ainsi parce qu'il croit que s'il parvient à briser votre paix, il pourra vous ramener dans son univers chaotique. La dixième et ultime stratégie est de combiner toutes les autres en même temps. Un jour, il se montre doux, le lendemain agressif, le surlendemain indifférent. À ce stade, il ne contrôle plus vraiment ses comportements. La peur d'être oublié le pousse à attaquer sous tous les angles possibles, à la recherche de la moindre faille dans votre monde intérieur. Malgré leur diversité apparente, toutes ces stratégies obéissent à un seul principe. Il a besoin que vous réagissiez pour croire qu'il compte encore. Et c'est précisément ce besoin qui révèle la vraie nature de sa dernière carte. Elle ne naît pas de l'amour, mais de la peur de disparaître de l'histoire qu'il pensait diriger. Partie 5. Pourquoi? Sa dernière carte échoue toujours face à une personne éveillée. Ce qui fait échouer la dernière carte du narcissique, ce n'est pas qu'il choisit la mauvaise tactique, c'est qu'il ne sait plus qui vous êtes devenu. Tout ce qu'il déploie, regret fin, dramatisation, jalousie provoquée, colère, silence calculé repose sur une ancienne version de vous, celle qui réagissait encore selon les schémas qu'il connaissait par cœur. Mais, après avoir traversé la douleur, vu la structure de la manipulation, compris le mécanisme de la dépendance émotionnelle, vous n'êtes plus cette personne-là. Jung explique qu'une fois la conscience éveillée, nous ne pouvons plus revenir à notre innocence d'avant. Et cela est plus vrai que jamais dans une relation avec un narcissique.
Il utilise les mêmes armes qu'autrefois, mais elles n'ont plus de prise, parce que vous ne cherchez plus votre valeur dans son regard. Vous n'avez plus besoin de ses compliments, ni de ses excuses, ni de son retour, ni même de son départ. Vous ne lui remettez plus vos émotions entre les mains, et ses attaques tombent alors dans le vide, comme des flèches tirées dans l'air. Les recherches de la docteure Judith Herman sur la guérison, après le traumatisme, montrent que lorsqu'une personne dépasse la phase de répétition, réenactement, phase, ce stade où l'on rejoue inconsciemment les mêmes schémas, relationnels toxiques, elle entre dans ce qu'on appelle la reclamation of agency, la reprise de son propre pouvoir d'agir. C'est exactement ce qui vous rend immanipulable, pas parce que vous êtes devenu dur, mais parce que votre monde intérieur n'est plus accroché au besoin de plaire à celui qui vous a détruit. Quand le narcissique joue sa dernière carte, il est persuadé que vous réagirez comme avant, en expliquant, en vous excusant, en culpabilisant, en vous sacrifiant encore une fois pour préserver son confort émotionnel. Mais vous n'êtes plus là. Vous ne lisez plus ces messages à travers le prisme de la romance. Vous les lisez avec les yeux de la lucidité. Vous ne voyez plus ces larmes comme un aveu sincère. Vous les reconnaissez comme un mécanisme de défense. Vous ne prenez plus sa colère comme la preuve qu'il tient à vous, mais comme le symptôme d'un ego en plein effondrement. Et surtout, vous ne percevez plus son retour comme une chance de sauver quoi que ce soit, mais comme le test final de l'univers pour vérifier que vous avez bien appris la leçon. Sa dernière carte échoue parce que vous refusez de rejouer la partie. Vous ne sursautez plus, vous ne vous perdez plus dans des fantasmes de changement, vous n'idéalisez plus son prétendu réveil. Vous observez, vous comprenez, et vous continuez votre route avec une paix intérieure qu'il ne peut atteindre. C'est précisément cela qui le terrifie. Vous ne combattez pas, mais vous gagnez. Vous ne vous défendez pas, et pourtant il perd son pouvoir. Vous n'avez pas besoin qu'il souffre pour vous, et pourtant c'est lui qui souffre en vous voyant sorti de son histoire. Sa dernière carte échoue toujours, non pas parce qu'il est faible, mais parce que vous avez vu le mécanisme du jeu. Et lorsqu'un jeu est dévoilé, il perd sa magie. Quand l'illusion est reconnue, elle se dissout, et lorsque vous êtes éveillé, vous quittez le rôle de victime pour devenir l'auteur de votre propre récit, un récit dans lequel il n'a plus le premier rôle, ni même un second rôle. C'est sa manière de protéger son ego de la honte que lui inflige votre absence de réaction. La 9e stratégie est la création de chaos autour de vous. Contactez vos amis, faire passer des messages indirects, ressortir d'anciennes histoires pour semer la confusion. Il agit ainsi parce qu'il croit que s'il parvient à briser votre paix, il pourra vous ramener dans son univers chaotique. La 10e et ultime stratégie est de combiner toutes les autres en même temps. Un jour, il se montre doux, le lendemain agressif, le surlendemain indifférent. À ce stade, il ne contrôle plus vraiment ses comportements. La peur d'être oublié le pousse à attaquer sous tous les angles possibles, à la recherche de la moindre faille dans votre monde intérieur. Malgré leur diversité apparente, toutes ces stratégies obéissent à un seul principe. Il a besoin que vous réagissiez pour croire qu'il compte encore. Et c'est précisément ce besoin qui révèle la vraie nature de sa dernière carte. Elle ne naît pas de l'amour, mais de la peur de disparaître de l'histoire qu'il pensait diriger. Lorsqu'un narcissique joue sa dernière carte, beaucoup y voient un signe de remords, une chance de réconciliation, ou la preuve qu'une histoire d'amour n'est pas vraiment terminée. Mais si l'on regarde plus profondément, on voit qu'il ne s'agit pas d'un geste d'amour. C'est le dernier mouvement d'une structure de pouvoir en train de s'effondrer. Il ne revient pas parce que son cœur vous cherche, mais parce qu'il ne supporte pas le silence de quelqu'un qui l'a reflété si fortement qu'il a confondu ce reflet avec sa propre existence. Et quand cette dernière carte ne fonctionne plus, il est enfin forcé d'affronter la vérité qu'il fuyait. Vous n'êtes plus le support qui comble son vide intérieur. Jung disait que la maturité commence lorsque nous sortons des pièces de théâtre où notre inconscient nous poussait à jouer. Votre sérénité n'est pas seulement une réaction à son comportement, c'est le signe que vous avez compris les règles du jeu, et un jeu compris ne peut plus fonctionner comme avant. Vous ne partez pas pour le vaincre, vous partez pour vous retrouver. Vous ne gardez pas le silence pour le punir, vous gardez le silence parce que votre âme refuse désormais de se consumer dans les vieux scénarios. Et vous ne tenez pas debout pour prouver quoi que ce soit. Vous tenez debout parce que vous savez enfin que votre valeur ne dépend ni de sa présence, ni de son absence. Sa dernière carte échoue. Non pas parce qu'il est devenu plus petit,
mais parce que vous êtes devenu plus grand. Vous êtes désormais quelqu'un que ses anciennes stratégies ne peuvent plus atteindre, quelqu'un que sa jalousie ne peut plus déstabiliser, quelqu'un dont le silence ne pourra plus être traité comme une faiblesse. Vous avez franchi le seuil d'un monde où son pouvoir ne fonctionne plus, un monde dans lequel vous choisissez, vous voyez, vous vous tenez debout et vous vous aimez vous-même comme vous ne l'aviez jamais osé. Au final, la véritable leçon ne réside pas dans ce qu'il a fait, mais dans la personne que vous êtes devenu après tout cela. Et c'est peu, être là ce qu'il envie le plus. Vous avez échappé à son histoire et commencé à écrire la vôtre, une histoire dans laquelle il ne peut plus s'immiscer, ni contrôler, ni détruire. C'est ce moment-là où vous ne faites pas que survivre au narcissique, vous vous élevez au-dessus de lui. Et surtout, vous ne percevez plus son retour comme une chance de sauver quoi que ce soit, mais comme le test final de l'univers pour vérifier que vous avez bien appris la leçon. Sa dernière carte échoue parce que vous refusez de rejouer la partie. Vous ne sursautez plus, vous ne vous perdez plus dans des fantasmes de changement, vous n'idéalisez plus son prétendu réveil. Vous observez, vous comprenez, et vous continuez votre route avec une paix intérieure qu'il ne peut atteindre. C'est précisément cela qui le terrifie. Vous ne combattez pas, mais vous gagnez. Vous ne vous défendez pas, et pourtant il perd son pouvoir. Vous n'avez pas besoin qu'il souffre pour vous, et pourtant c'est lui qui souffre en vous voyant sorti de son histoire. Sa dernière carte échoue toujours, non pas parce qu'il est faible, mais parce que vous avez vu le mécanisme du jeu. Et lorsqu'un jeu est dévoilé, il perd sa magie. Quand l'illusion est reconnue, elle se dissout, et lorsque vous êtes éveillé, vous quittez le rôle de victime pour devenir l'auteur de votre propre récit, un récit dans lequel il n'a plus le premier rôle, ni même un second rôle. C'est sa manière de protéger son ego de la honte que lui inflige votre absence de réaction. La 9e stratégie est la création de chaos autour de vous. Contacter vos amis, faire passer des messages indirects, ressortir d'anciennes histoires pour semer la confusion. Il agit ainsi parce qu'il croit que s'il parvient à briser votre paix, il pourra vous ramener dans son univers chaotique. La 10e et ultime stratégie est de combiner toutes les autres en même temps. Un jour, il se montre doux, le lendemain agressif, le surlendemain indifférent. À ce stade, il ne contrôle plus vraiment ses comportements. La peur d'être oublié le pousse à attaquer sous tous les angles possibles, à la recherche de la moindre faille dans votre monde intérieur. Malgré leur diversité apparente, toutes ces stratégies obéissent à un seul principe. Il a besoin que vous réagissiez pour croire qu'il compte encore. Et c'est précisément ce besoin qui révèle la vraie nature de sa dernière carte. Elle ne naît pas de l'amour, mais de la peur de disparaître de l'histoire qu'il pensait diriger.